un son naturel. Je voudrais déjà remercier nos camarades québécois ici présents, hein, et Eric, hein, qui est la puissance invitante. Hein. Et déjà, vous dire une première chose, c'est que moi je suis venu non seulement pour vous parler, mais aussi pour découvrir le Québec, puisque j'en rêve beaucoup depuis la fameuse phrase de De Gaulle, hein, vive le Québec libre, qui était un petit peu un vœu pieux, je crois, mais qui a quand même une petite réalité, j'ai cru comprendre en me promenant ici depuis 48 heures. Je suis touché à plusieurs niveaux. D'abord, je suis très ému de l'arrivée si loin de la France dans une contrée francophone. C'est très émouvant de voir des gens qui finalement défendent la francophonie bien plus que nous-mêmes en France, souvent. C'est très touchant. Deuxièmement, je suis touché de quelque chose dont on m'avait parlé, mais que j'ai vérifié, c'est de la gentillesse des gens. Hein, il y a quelque chose de sain dans la population québécoise francophone qui s'est un peu perdue en France. Une gentillesse que malheureusement, peut-être pour ceux qui sont venus en France, on trouve moins facilement chez les Français. Donc je suis doublement content d'être là pour la francophonie et la gentillesse. Et troisièmement, je viens aussi ici parce que je me dis qu'à terme, comme on en parle souvent avec Pierrot, si ça se passe trop mal en France pour nous, on sera peut-être obligé d'émigrer. Et comme moi je ne suis pas très doué pour les langues et que je suis profondément patriote, il n'y a pas 36 endroits où on peut aller, où il y a des populations qui parlent français, qui aiment, je crois, une certaine culture rattachée à la France. Donc il est possible, je prends un peu mes mesures ici pour voir si je ne viendrai pas bientôt me réfugier parmi vous. Voilà. Ce qui me permet d'introduire Pierrot, comme vous savez, puisque moi je pense que ici vous avez à peu près tous lu ou connaissez à peu près tous mon bouquin de Comprendre l'Empire. Oui, ceux qui ne savent pas du tout ce que j'écris, ils ont qu'à lever la main. Ça, non, tout le monde sait à peu près. J'aurais pas besoin de le refaire, c'est ça qui est bien. On va pouvoir plus discuter. Je ne vais pas vous faire une conférence de présentation globale du bouquin, vous avez à peu près tous lu. Mais ce qui est sûr, c'est que notre relation, c'est comprendre l'Empire, et donc quelque chose qui nous amène pas loin d'un chaos. Et puis derrière, nous avons Pierrot, c'est la deuxième lame du rasoir, c'est survivre à l'effondrement économique, puisque moi je vous annonce quelque part la mécanique de l'effondrement. Mais une fois qu'on a admis que notre monde allait peut-être pas mal se dégrader dans les mois qui viennent, d'ailleurs on vérifie avec l'actualité que ce sur quoi j'avais pris des paris, ce sur quoi j'avais anticipé, parce qu'il y a toujours une prise de risque et un risque d'erreur. On voit en ce moment avec ce qui se passe en ce moment, notamment le fameux sketch de Netanyahou à l'ONU avec la petite bombe et le trait rouge, là, que nous sommes effectivement dans une période qui ressemble effectivement à l'avant-guerre. Hein. C'est pas... je suis même étonné parfois et inquiet d'avoir relativement raison sur mes spéculations. Donc effectivement, une fois que tout ça sera parti, on voit bien ce qui peut se passer, hein, la Syrie, l'Iran, ça peut partir de partout. Il va falloir se poser la question, et ça c'est plutôt le domaine de Pierrot, une fois que le monde se disloque et part dans tous les sens, comment on fait pour tenir, survivre, sauver ce qui peut être sauvé, sauver ses propres fesses déjà, sauver aussi la civilisation, sauver... et ça c'est un peu l'articulation de nos deux travails. C'est analyser le pourquoi, la mécanisme de l'effondrement, et comment dans le monde réel, mais pas dans le monde virtuel, une fois qu'on a admis que l'avenir était dangereux, comment effectivement survivre de manière modeste, parce que c'est ça un peu l'idée, c'est qu'on n'est pas dans l'idée qu'on va changer le monde comme à l'époque où on pensait au lendemain qui chante, mais c'est un peu que ceux qui ont compris, ceux qui veulent s'en sortir, se débrouillent effectivement pour échapper à une catastrophe assez imminente. Et là, ça c'est plutôt le domaine de spécialité de Pierrot, et aussi d'ailleurs de notre camarade Eric, qui nous a démontré cet après-midi qu'il avait même une certaine avance sur nous. Hein. Voilà. Donc, comment démarrer? Pourquoi l'Empire? Où il nous amène? Oui, là, ceux qui ont lu le bouquin voient à peu près les grandes lignes. Moi j'ai commencé mon bouquin à la Révolution française, pour voir les grands principes, mais je pense que là, par rapport à la séquence actuelle, on voit bien qu'il y a une période assez prospère qui est la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que pour qu'il y ait eu cette prospérité d'après-guerre, il a fallu un grand cataclysme qui s'est appelé la Deuxième Guerre mondiale, sur lequel je ne vais pas trop m'appesantir, mais on était dans une séquence effectivement qu'on a appelée les 30 Glorieuses, la 45-73. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le
La fin des 30 Glorieuses correspond au premier choc pétrolier, donc on voit déjà qu'il y a un lien avec le pétrole. On voit que le premier choc pétrolier est lié à la guerre du Kippour, pour ceux qui ne font pas le lien, donc déjà la question israélienne, on voit que tout ça est déjà couplé, et qu'à partir de là, on nous parle en permanence de crise. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait atteint des standards de vie tellement hauts dans notre monde occidental capitaliste avancé, qu'avant qu'on ressente la crise réellement, c'était un peu des mots. C'est vrai que même aujourd'hui, malgré l'aggravation de tout, on est parti de tellement haut par rapport aux sociétés primitives ou aux sociétés du tiers-monde que malgré tout, on a tous des voitures, on continue à manger sans problème, mais on voit bien que quand même ça s'aggrave de plus en plus au niveau du chômage, etc. Donc là, on a bien maintenant, après cette séquence où on a parlé de fin des 30 Glorieuses, de crise à partir de 73, deuxième choc pétrolier 77, la révolution Thatcher aussi, où on a commencé vraiment à mettre en l'air des tas d'acquis sociaux qui étaient liés à cette période de prospérité, qui était aussi une période, comme on le sait, d'économie mixte, où il y avait un peu à la fois de dynamisme économique, mais aussi de partage social un peu. Parce que là, j'insiste là-dessus, ces périodes de crise, et ça c'est un des grands sujets, ne sont pas uniquement, je dirais, des accidents structurels. Hein. C'est un peu ce qui m'agace parfois chez certains, même théoriciens de la crise, mais libéraux, c'est qu'ils vous disent en gros c'est uniquement des effets de structure. Il y a toujours une interaction des structures et des personnes. Hein. Il n'y a rien qui soit strictement structurel et il n'y a rien qui ne soit strictement lié à l'aventure individuelle. Il y a toujours ce qu'on appelle en philosophie la combinaison du sujet et de la structure. Hein, c'est-à-dire la structure conditionne le sujet, mais le sujet rétroagit sur la structure. Et cette crise est effectivement une crise d'usure d'un processus, c'est-à-dire crise de surproduction, on le voit en ce moment, mais aussi un rapport de force politique, là-dessus que je voulais venir. C'est-à-dire que si j'analyse la situation, après l'énorme bain de sang de la Deuxième Guerre mondiale, les acteurs sociaux, c'est-à-dire on va dire, là je reprends les catégories marxistes qui sont assez valables, c'est-à-dire le rapport capital-travail, était plutôt à un moment de conciliation et de discussion, parce qu'après une énorme période de violence, les êtres humains étant ce qu'ils sont à nouveau aptes au dialogue. D'ailleurs, je le dis aujourd'hui, pour que les êtres humains discutent à nouveau et soient dans une logique de partage, il faudra qu'il y ait, à mon avis, un grand cataclysme. Tant que ce cataclysme n'a pas eu lieu, les gens, même si on leur explique qu'il faut négocier et discuter, ils veulent de la violence. Malheureusement, c'est un peu comme dans les histoires de bistrot. On se paye un coup à boire après la bagarre, jamais avant. Hein. Donc c'est un peu une fatalité. Hein. Et pour revenir à ça, il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu cette période un peu euphorique d'après-guerre, parce qu'il y a eu toutes les destructions de la guerre, mais aussi parce que les gens en présence dans les rapports sociaux, c'est-à-dire les gens incarnant le capital, incarnant le travail, se rappelaient du pourquoi de la guerre, c'est-à-dire qui était la période que nous vivons en ce moment ressemble beaucoup à la période d'avant-guerre, c'est-à-dire à une période où justement le consensus social est abîmé et où chacun tire de son côté, le capital et le travail, ce qui produit d'énormes violences sociales, et les violences sociales génèrent des réactions politiques, qui peuvent être le communisme, le fascisme, etc. Ça ne vient pas de nulle part, hein, on voit bien. Et nous sommes en ce moment, je dis, dans une période qui ressemble beaucoup à la période d'avant la guerre de 14-18, entre 10 et 14, et encore plus aux années 30, hein, avec d'ailleurs les mêmes marqueurs. Je ne vais pas l'appesantir là-dessus, mais une certaine montée d'antisémitisme, par exemple, en ce moment, même si c'est un terme impropre, des tensions internationales de plus en plus violentes. On voit bien que nous sommes dans une période, je le dis depuis déjà au moins un certain temps, et ça vient de s'empirer, nous sommes dans une période d'avant-guerre. Et dans une période d'avant-guerre, j'insiste là-dessus, pas seulement pour des raisons structurelles d'usure du capitalisme avancé, mais aussi parce que, comme ça fait plus de 60 ans qu'il n'y a pas eu de conflit majeur chez les Occidentaux, j'insiste aussi là-dessus, il y a eu des guerres en permanence depuis l'après-guerre. Mais elles ont toujours été déléguées. Hein, on les a toujours fait faire par les autres. Hein, Corée, Vietnam, petite guerre un peu dans les pays en Amérique latine, larvée, etc. Mais là, on voit que ça se rapproche, ça se rapproche de nous et de chez nous. Hein. Cette période, disons, qui a permis la réconciliation, c'est-à-dire les gens d'après-guerre qui ont su que si ça s'était si mal passé entre 40 et 45, c'est parce qu'ils avaient commis beaucoup d'erreurs avant-guerre. Malheureusement, aujourd'hui, les mêmes personnes refont les mêmes erreurs, parce que simplement, il y a, je crois que 62 ans sans guerre et sans violence, les gens se permettent certaines choses. Je ne pense pas que Netanyahou se permettrait ce qui se permet en ce moment si on était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Or là, il y a une
vraie question anthropologique, c'est qu'effectivement, quand il n'y a pas eu de guerre pendant 50 ans, il y a des gens qui la souhaitent, il y a des gens qui ont oublié la violence que ça produisait, et ça génère des attitudes, notamment dans les rapports sociaux et macro-sociaux, de prise de risque maximum. Et on voit qu'en ce moment, on est dans cette période-là. Donc il y a à la fois le structurel et aussi les psychologies. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est étonnant, sont prêts, enfin, au niveau des dirigeants, des États, hein, je ne parle pas des petites gens, semblent moins effrayés par la violence qu'il y a quelques années, car on voit très bien qu'aujourd'hui que ce qui se passe en Syrie est déjà, je le faisais remarquer, déjà une guerre mondiale en microscopique, car en Syrie, pour ceux qui s'intéressent, il y a déjà non seulement les Syriens, mais il y a aussi les Turcs, il y a des Jordaniens, il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Français. De l'autre côté, il y a des Pasdaran, il y a des Iraniens, il y a des Russes. On est déjà dans quelque chose qui ressemble à une répétition générale d'un conflit qui aussi, je vais le faire remarquer, on nous présente comme un conflit du monde chrétien face au monde musulman, ou en général des faux chrétiens, c'est-à-dire des évangélistes américains, des néoconservateurs qui sont pour moi des faux chrétiens. Les vrais chrétiens, c'est nous, ce sont les catholiques, je dirais, et des faux musulmans, c'est-à-dire des gens qu'on appelle des salafistes. Je sais bien que c'est un mauvais terme, hein, j'emploie les termes tels qu'ils fonctionnent dans l'Occident, mais c'est-à-dire des extrémistes musulmans financés par le Qatar sur une ligne wahhabite et qui travaillent en réalité pour ce que j'appelle l'Empire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pousse des faux musulmans et des faux chrétiens à se battre comme une avant-garde pour entraîner un conflit généralisé du monde chrétien et du monde musulman, qui en fait, quand on élargit, n'est pas le monde chrétien, mais le monde judéo-chrétien, et qui en dernière instance, on le voit en ce moment par les publicités qu'il y a dans les métros new-yorkais, on vous dit entre la barbarie face à choisit la civilisation, défend Israël. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on a cette question qui revient, Israël qui est quand même la question de Jérusalem, on pousse les chrétiens et les musulmans à se battre avec une double manipulation de chrétiens et de musulmans. Et derrière, ce qui est intéressant, on le voit déjà en Syrie, et là ça renvoie dans l'eschatologie monothéiste à la question de Gog et Magog, on a en réalité les Russes face aux Américains, déjà. Et c'est ça le contexte général. C'est-à-dire qu'on a une crise économique aggravée, hein, de surproduction, une crise bancaire que chacun a pu identifier s'il a lu le bouquin à cause de la stratégie mise en place d'ailleurs par Friedman, comme le reconnaît d'ailleurs aujourd'hui Michel Rocard. Notre problème aujourd'hui vient de Friedman, c'est-à-dire un découplage total du dollar, de toute production de richesse réelle et de tout référent, et qui a financé progressivement une fuite en avant guerrière des Américains pour maintenir par le militaire ce qu'ils ne pouvaient plus maintenir par leur suprématie économique, et qui est finalement une fuite en avant d'escroquerie bancaire américaine, évidemment dans le noyau dur et Wall Street, qui fait que progressivement on passe de la Pax Americana, qui était la situation de l'immédiate après-guerre, où l'Empire américain stabilisait le monde dans le but de faire ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire du commerce pacifique, et que depuis finalement les années 70 progressivement, par le faux dollar et par la fuite en avant militaire, ils sont devenus finalement la grande force de déstabilisation du monde et de perturbation de l'économie saine. Je l'explique d'ailleurs souvent, nous sommes à la fois dans un monde libéral sur le plan philosophique, c'est-à-dire dans un monde qui étend la logique marchande à tout, c'est-à-dire d'abord aux marchandises, puis aux produits culturels, puis aux enfants à travers l'adoption, puis aux organes, etc., etc. Donc on est dans ce qu'on appelle l'extension de la logique libérale, qui est que tout est marchandise, qui est quelque chose de profondément anti-spiritualiste et qui choque profondément les musulmans, mais aussi les chrétiens authentiques, et qui est quelque chose que j'appelle droit satanique. Mais on est aussi dans une séquence totalement antilibérale sur le plan économique, c'est-à-dire où en fait une oligarchie en réalité militaire empêche le libre commerce et le libéralisme économique par la violence politico-militaire, parce qu'en fait ils sont battus sur le terrain économique. Et ça nous renvoie aujourd'hui à la fonction des États-Unis, qui finalement est battue économiquement, mais a comme comment dirais-je, domaine de domination et de prééminence le militaire, et qui en fait joue systématiquement le militaire pour lutter contre ses rivaux économiques. C'est plus discret avec la zone Europe, mais on le voit notamment par l'affaire libyenne et en ce moment par ce qui se passe au Moyen-Orient. En réalité, on a déjà les Américains qui, par le militaire, essayent de bloquer la suprématie économique des Chinois parce qu'ils n'ont plus les moyens de s'y opposer sur le terrain de la libre concurrence économique. Hein, donc on est bien dans un monde à la fois totalement libéral sur le plan idéologique et totalement antilibéral sur le plan économique,
Et on voit bien d'ailleurs que les États-Unis sont au cœur de ce dispositif, puisqu'ils sont à la fois totalement dans la logique de la marchandisation intégrale, et en même temps totalement dans une logique de domination du monde marchand par la violence militaire et la menace militaire. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, je pense qu'ici on est entre initiés, chaque fois que quelqu'un, un chef d'État, que ce soit Saddam Hussein ou Kadhafi, a essayé d'échapper à la domination du dollar, qui est la logique de l'argent-dette, c'est-à-dire qui est une logique d'endettement. Paul Grignon, qui je crois est quelqu'un de chez vous, a fait des très bonnes vidéos sur la logique de l'argent-dette. Chaque fois qu'un pays essaie d'échapper à la logique de la dette, c'est-à-dire à l'obligation d'emprunter des faux dollars, comme vient de le refaire la Tunisie discrètement, on met un régime islamique en place, et immédiatement la Tunisie, qui était sortie de la dette depuis 2007, réemprunte 500 milliards de dollars de fausses monnaies américaines de Wall Street, dont elle n'a pas besoin, mais voilà, pour l'enchaîner, etc. Donc on voit que chaque fois qu'un chef d'État, comme Kadhafi, qui était un des 7 pays qui n'avait pas de dette, ou l'Iran, qui est un des 7 pays qui a des fonds souverains qui n'a pas de dette, ne se soumet pas à la logique de la dette, c'est-à-dire que n'emprunte pas des dollars pour devoir des intérêts au système américain, qui est le couplage du complexe militaro-industriel et de Wall Street, c'est-à-dire des banquiers avec des hommes armés derrière eux pour que vous signiez là où il faut signer. Vous voyez, chaque fois que le mec désobéit, au nom des droits de l'homme, la mécanique est toujours la même, on vient lui péter la gueule et lui piquer son argent. Avec une mécanique très simple, c'est-à-dire qu'on renverse son régime, au nom des crimes contre l'humanité qu'il aurait fait, alors qu'en général, bon, il se défend plus ou moins d'agression, on lui gèle ses avoirs bancaires dans un système bancaire mondialisé et unifié, contrôlé par Wall Street et les Américains, on lui gèle ses avoirs bancaires et on les transfère au mouvement révolutionnaire soi-disant légitime, c'est-à-dire aux copains des banquiers américano-anglais. C'est ce qu'ils sont en train de faire en partie avec l'argent d'Assad, c'est ce qu'ils ont fait avec l'argent de Kadhafi. Ce qui veut dire en fait aussi que ce système bancaire financier en crise et qui a énormément perdu d'argent par les subprimes, etc., fait aussi de la piraterie bancaire en permanence. C'est-à-dire qu'ils vont voler l'argent des pays bien gérés en réalité et qui n'ont pas de dette. Il y a aussi cette dimension, notamment dans l'affaire iranienne. C'est qu'à un moment donné, il s'agira aussi pour des banquiers avec des militaires derrière eux, d'aller piquer partout où ils peuvent, non seulement les marchés, les matières premières sur lesquelles on peut faire de l'argent, mais aussi les réserves bancaires des pays insoumis. Et c'est toute cette compréhension globale qu'il faut avoir, que j'appelle moi l'Empire, et qui permet de comprendre les enjeux actuels, la géopolitique mondiale, avec toujours le prétexte des droits de l'homme, qui est l'American Way of Life en réalité, toujours ce qu'on appelle la promesse du Mayflower, c'est-à-dire qui est le messianisme proprement protestant américain, c'est-à-dire d'imposer au monde entier la vision du monde libérale chrétienne qui fonde le protestantisme typiquement américain, et qui n'est pas comment dirais-je, le luthérianisme originel ou même le calvinisme au sens strict. C'est vraiment un produit spécifique. Exactement comme il y a le catholicisme gallican qui est un produit spécifiquement français. Ça aussi, souvent j'insiste, la France est catholique. Le catholicisme est totalement consubstantiel à la France fille aînée de l'Église. Le capitalisme n'est pas la religion seulement de Jésus-Christ, c'est par une série de médiations quelque chose de totalement lié à l'humanisme français, que j'appelle moi l'helléno-christianisme, avec la médiation romaine, etc. Il faut apprendre en fait à, là je vais un peu vite, mais pour ceux qui ont du mal à suivre, il faut lire le bouquin, il faut comprendre ces médiations. Quand je parle d'union aujourd'hui judéo-protestante contre une union possible, parce qu'elle est dans les Écritures et parce qu'elle est logique, même si elle sera très difficile à effectuer, que j'appelle moi catholico-musulmane, ça correspond effectivement à deux visions du monde articulées, où effectivement ce sont des échafaudages idéologiques, c'est-à-dire souvent les gens me reprochent disant pour comprendre l'idéologie protestante américaine, allez lire Luther ou Calvin. Non, il faut écouter ce que dit George Bush, il faut écouter ce que disent les téléévangélistes américains, et il faut regarder les alliances. Et ce qui est sûr, c'est que dans cet empilement de logique et d'explication, on a bien aujourd'hui aussi un monde judéo-protestant qui se définit par deux religions qui ont réadmis l'usure officiellement, face à un monde qui finalement est le monde qui résistait à l'usure, ou qui avait honte de l'usure, et qui est le monde catholique et le monde musulman, même si derrière, effectivement, tout ça est détourné, on sait, etc. Mais c'est quand même important, parce que c'est finalement un monde qui a soumis la religion à la logique de la prédation économique, et des mondes qui ont encore du mal à assumer totalement le monde de la prédation économique, parce que leur religion
garde encore cette dimension critique. Hein, et c'est ce que j'explique. C'est pas pour rien que, Paris n'était que la sixième place boursière d'Europe par rapport par exemple à Londres, parce qu'en fait il est plus difficile, et pour ça il suffit de lire la littérature française, et notamment Bernanos, Mauriac. Finalement, un bourgeois catholique est quelqu'un qui souffre. Il y a une contradiction interne. Un bourgeois protestant, non. C'est tout à fait possible d'être un bourgeois protestant. Un bourgeois catholique, ça sera toujours compliqué. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup au processus économique, à la géopolitique, mais aussi aux vraies idéologies qui sont les religions. Les religions sont, qu'on croit ou pas, des systèmes de valeurs. Hein. Ce sont des hiérarchies de valeurs. Et moi, je crois à la convergence de la vision catholique et musulmane, parce qu'il y a quand même cette gêne par rapport au prêt à intérêt, à l'usure, que c'est haram, l'usure. Hein. Et c'est haram pour les musulmans et pour les catholiques. Alors que dans le monde protestant et juif, c'est au contraire, on accumule de la richesse pour la plus grande gloire de Dieu, et c'est même ce que Dieu vous demande de faire. Quand vous faites vos bar mitzvah, c'est un projet de réussite. C'est qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour réussir dans le monde tel qu'il est, dans le monde économique. Donc c'est toujours un projet de réussite économique. Parce que d'ailleurs, je ne critique pas spécialement, mais il faut l'établir. Et donc, quand on articule toutes ces visions, on a bien, effectivement, un monde que j'appelle judéo-protestant, que j'appelle thalassocratique, c'est-à-dire le monde le monde de la mer, hein, c'est-à-dire le monde de l'Angleterre et des États-Unis, la mer, pas la maman, hein, l'eau, face à ce qu'on appelle le nomos de la Terre chez les géopoliticiens, c'est-à-dire le monde de l'Europe, hein, dont le nœud d'ailleurs, on le sait, est au niveau de la Caspienne. Donc on a bien cette lutte du monde thalassocratique contre ce monde continental, cette lutte du monde judéo-protestant contre ce monde catholico-musulman, qu'on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à Nasrallah, à ce qui se passe au laboratoire qui est le Liban. Comme chacun sait, je suis allé rencontrer Nasrallah à l'époque, et enfin je n'ai pas pu le voir parce qu'il était dans un bunker caché quelque part, et j'ai vu son numéro 2 et rencontré le général Aoun. C'est que les Libanais qui ont subi entre 75 et 90 une destruction totale de leur pays par des manipulations sionistes où on a armé des milices musulmanes et des milices chrétiennes via les Gémaïels, les Maronites, ils ont vu ce que c'était que de se faire piéger dans un conflit de civilisation ethnico-religieux qui a détruit le pays et qui a fait du Liban, qui était une place bancaire, un pays prospère et un pays rival d'Israël, et en plus un pays multiconfessionnel moderne, quelque chose qui a été détruit par ce qu'on appelle la balkanisation, c'est-à-dire monter les communautés les unes contre les autres, etc. Et c'est pas pour rien si c'est au Liban qu'à un moment donné, le général Aoun et Nasrallah se sont mis à travailler ensemble, parce qu'ils ont analysé ce piège, parce qu'on comprend toujours mieux quand on a fait 15 ans de bêtises, et que ces bêtises vous sont entièrement tombées sur la gueule, on finit par devenir un peu intelligent. C'est ce que j'appelle moi les idéologies fonctionnelles. C'est qu'à un moment donné, l'homme est un animal pratique. Quand il fait des choses qui lui provoquent des douleurs terribles pendant 15 ans, au bout d'un moment, c'est comme le chien de Pavlov, il finit par moins le faire. Voilà. Et quand vous parlez à des Libanais, ils savent exactement ce qui est arrivé à leur pays, qui a mis de l'huile sur le feu, qui a joué sur les tensions, parce que c'est toujours pareil. Je le dis bien, les sionistes ne fabriquent rien, mais ils savent pertinemment, dans une logique de diviser pour régner, analyser les lignes de fracture et les points de fragilité, et au lieu de jouer la paix dans une logique effectivement chrétienne ou sainement coranique, ils sont toujours en train de mettre de l'huile sur le feu pour se dire c'est là que ça peut péter, comme un dynamiteur, c'est mettre la charge dans la faille de la roche pour la faire péter. Nous vivons ça en ce moment en France, pour ceux qui s'intéressent à la France. On a organisé en France une immigration de peuplement maghrébine et musulmane. On a d'abord dit que c'était des chances pour la France et qu'on les a appelés les immigrés. Et puis à un moment donné, quand on a rempli le pays, on les a éduqués contre les Français de souche, qu'on a désignés comme systématiquement collabos, racistes, etc. À un moment donné, nos maîtres, qui ne sont pas très contents que je vienne parler en ce moment chez vous, ont retourné les alliances. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter le français de raciste parce qu'il n'est pas très content de voir des immigrés dont il n'avait pas vraiment besoin, puisque le regroupement familial se fait après 75, c'est-à-dire au moment où nous n'avons plus besoin d'immigration pour le travail, donc on fait venir des gens, on les éduque dans l'hostilité, on humilie les natifs, et puis à un moment donné, on inverse les alliances, qui se passe depuis la loi sur le foulard, qui fait d'ailleurs qu'il faut toujours faire très attention quand vos privilèges, vous les devez à une certaine communauté, parce qu'en général, ça finit toujours par se retourner. C'était quelque chose qu'il faut bien maîtriser au niveau moral et politique. Quand vous devez vos privilèges à une certaine communauté, en général, ça veut dire que c'est très dangereux. Parce que depuis la première loi sur le foulard, comme je l'avais déjà écrit à l'époque, j'avais écrit « Ce que cache le foulard », je savais, par une réflexion profonde et par des
des gens qui me l'avaient dit, notamment le professeur Schwarzenberg, m'avait dit la communauté organisée puissante a décidé de retourner ses alliances, il va jouer maintenant le français de souche contre l'immigré, qui ne sera plus un immigré, une chance pour la France, mais un dangereux musulman délinquant. Hein. Et nous le vivons en ce moment pleinement, tous les jours en France, et ce qui veut dire que c'est un laboratoire intéressant par rapport à ma démonstration. Nous sommes en France dans une crise violente sociale, qui normalement devrait s'analyser en termes de rapport de classe, et qui devrait produire une solidarité des pauvres chômeurs et des pauvres exploités contre leurs élites traîtres sur le plan et géopolitique et capitalistique, puisqu'on voit bien que toutes les élites françaises sont des agents américains et des agents sionistes. J'espère que vous le savez, ils sont tous sionistes et pro-américains, et à gauche et à droite. Et bien, au lieu que se produise une solidarité, et bien, grâce à l'ethnicisation et grâce à ce travail qui a été fait sur le peuple de France par une immigration forcée, aujourd'hui, on horizontalise les crises, ce qui est la stratégie systématique de défense d'une oligarchie en danger. C'est-à-dire qu'au lieu que les pauvres se fédèrent ensemble, qui sont en banlieue, il y a les pauvres blancs et les pauvres français d'origine immigrée de confession musulmane, au lieu qu'ils se fédèrent contre leur bourgeoisie traître dominante et qui les met au chômage, et ben on les fait se taper sur la gueule les uns les autres par le conflit de civilisation et la guerre de religion. Et en France, tout ça est fait en ce moment scientifiquement en permanence. L'affaire Mera était une des articulations clés de cette affaire-là. Et ça, c'est l'analyse globale du piège qui nous est tendu. Une crise économico-sociale violente et de plus en plus ingérable, qui devrait normalement déboucher sur une lutte des classes entre pauvres exploités et riches exploiteurs, riches étant d'ailleurs des prédateurs nomades, souvent pratiquement plus français. Hein. Attali dit bien qu'il faut considérer les nations comme des hôtels, qu'il est fier de ne vivre que dans des aéroports. Voilà, tout ça s'articule assez facilement. Et ces gens-là qui savent qu'ils sont les responsables de la crise. Si ceux qui ont vu ma dernière vidéo, il y a la fameuse plaisanterie d'Attali du marchand de pantalons à une jambe pour Christian. C'est-à-dire que c'est une plaisanterie qui dit tout. Ces gens-là disent tout en privé. Hein. Le type, il a un chapeau sur la tête, il dit voilà, Moshe fait un pantalon à 1 €, il le vend à un machin. Alors il y a une liste de noms hébraïques, il y en a 15. Et au bout, à 49 $, c'est celui qui s'est fait baiser 48 fois hein, à peu près, c'est Christian, c'est-à-dire le crétin chrétien, qui lui achète à 49 $ le pantalon à une jambe, et qui appelle et dit mais tu m'as vendu un pantalon à une jambe dont je ne peux rien faire. L'autre lui dit mais t'es idiot, c'est pas fait pour porter, c'est fait pour acheter, c'est fait pour vendre, c'est fait pour acheter, c'est fait pour vendre. Et Attali est tout fier de dire voilà, là vous avez tout compris à l'économie actuelle. Je suis désolé, mais quelqu'un qui vous vend à 49 $ des pantalons à une jambe, normalement on doit se réunir tous et on doit le tendre à un arbre. Parce que c'est le responsable de la crise. Or aujourd'hui ce sont nos maîtres, et ces gens-là vous disent le problème c'est le musulman. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, un islam qui arrive en terre catholique, avec des gens socialement dominés, issus de pays anciennement colonisés. On a additionné un nombre de facteurs explosifs en France qui donnent une énorme intelligence, un énorme sens moral pour pouvoir passer au-dessus de cette crise. Et je pense d'ailleurs qu'on n'y arrivera pas, d'où le rôle de Pierrot pour vous dire un peu où il faut aller se cacher, parce que je pense même moi qu'à un moment donné, je ne pourrais même plus faire le médiateur. À un moment donné, ce sera trop dangereux, j'aurais intérêt à me barrer aussi. Mais en tout cas, on a mis en place pratiquement machiavéliquement une situation super explosive qui fait effectivement que, au lieu que des gens exploités par une élite identifiable, qui est d'ailleurs composite, hein, attention, hein, moi je parle de ces noyaux durs, mais c'est la coalition des oligarchies. Si on veut d'ailleurs dire c'est quoi l'oligarchie, c'est effectivement le système bancaire, mais c'est aussi le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaco-chimique, le complexe agroalimentaire. En dernière instance, tous ces gens-là sont ensemble. Il y a des juifs, des protestants, quelques aristocrates catholiques encore, et voilà, ce sont la coalition des prédateurs. Mais moi, ce que je dis, c'est que leur idéologie, en dernière instance, renvoie à l'Ancien Testament. Hein. Et aussi leur eschatologie, c'est-à-dire leur projet. Leur vision renvoie à cette idée d'accomplir le projet biblique. Hein. Quand on est, qu'est-ce qui rassemble Netanyahou et les bouchistes, c'est qu'ils ont cette même vision. Ils pensent à Armageddon. Hein. Voilà, donc c'est ce qui permet moi de produire ces catégories et de dire il y a des noyaux durs, en dernière instance aussi communautaires et idéologiques. Hein. Voilà. Et donc on est bien dans une crise bancaire et de surproduction aggravée qui désigne clairement des responsables qui eux-mêmes savent que s'ils ne font pas quelque chose pour dévier la colère sur un bouc émissaire, c'est eux qui vont finir par se faire attraper, et qui, comme ils sont très prévoyants et intelligents, car on peut tout leur reprocher,
mais surtout pas les prendre pour des imbéciles. Effectivement, ils ont mis en place un système de ce qu'on appelle de déviation de colère, hein, la théorie du bouc émissaire, et d'horizontalisation des violences, qui sont en train de créer à la fois à l'échelle nationale française, je ne sais pas comment c'est chez vous, je pense que vous y échappez un peu, mais en France, on est en train de monter le français de souche contre le français d'origine immigrée, avec la question des banlieues, etc., qui en plus a une légitimité, c'est-à-dire qu'il y a... C'est instrumentalisé, mais il y a une colère populaire française, il y a une délinquance qui a été énormément favorisée pendant des années. N'oubliez pas que des groupes comme NTM, Nique ta mère, c'est-à-dire la mienne, hein, ont été aidés culturellement et économiquement par Jacques Lang et le ministère de la Culture à l'époque. On a poussé ces gens-là à la voyoucratie, on a systématiquement aidé les rappeurs qui insultaient les Français de souche et la police, etc. Et systématiquement mis sur la touche ceux qui faisaient des chansons sur la Palestine, il faut le savoir, le rôle de Skyrock, etc., à qui appartiennent ces réseaux, etc. Et je crois qu'il y a le même constat à faire sur le rap américain. Hein. Quand on regarde qui finançait le rap américain, on trouve très peu de noirs américains derrière. Hein. Et c'est toujours le même genre d'instrumentalisation. Et nous sommes à peu près là, c'est-à-dire qu'au niveau français, on nous amène à une guerre civile entre Français de souche et Français d'origine immigrée de confession musulmane, avec des faux salafistes. J'ai bien étudié la question, moi. Souvent, ces petits groupes salafistes français sont dépaumés, à juste titre, qui sont manipulés par un type qui a été converti en prison et qui en fait est tenu par la police et qui est un délinquant, sur le modèle de ce que faisaient les services algériens avec le GIA, pour ceux qui connaissent, à l'époque de la guerre civile algérienne des années 90. Donc on a bien un système pour faire monter les colères et les provocations, avec de l'autre côté tous les intellectuels français qui passent encore dans les médias, qu'ils ce soit de gauche ou de droite, sont aujourd'hui anti-musulmans. Le truc, c'est l'islam qui est le problème, et donc anti-immigré, puisque le musulman, c'est l'immigré. Donc tout ça a déjà été admis par la population française, que l'immigré était le problème, et que le musulman était le problème, et qu'il va falloir régler le problème. On a déjà vendu tout ça. Hein, voilà. Et c'est fait à gauche au nom de la laïcité, de la défense de la laïcité contre l'obscurantisme religieux. Et là, on montre toujours l'islam, le catholicisme, jamais le judaïsme, vous verrez, alors que c'est la matrice de tous les monothéismes, et que tout ce qu'on peut reprocher à l'islam est dans le Lévitique. Pour ceux qui n'aiment pas les religions. Donc c'est bien fait comme ça. Et on monte d'abord l'islam, après le catholique, avec toujours le truc, taper sur les curés, etc. C'est le vieux fonds de commerce de Charlie Hebdo. Hein. Et de l'autre côté, à droite, donc à gauche ça fait Charlie Hebdo, hein, et à droite on a effectivement Finkielkraut, Zemmour, qui eux tendent la main à la vieille extrême droite française, comme ils le font partout en Europe, en Belgique, en Hollande avec le Vlaams Belang, en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a un travail à gauche et un travail à droite pour faire une union sacrée des bourgeoisies judéo-chrétiennes, en gros, hein, ou des vieux libéraux libertaires, qui sont toujours les libertaires au service du libéral, hein, c'est-à-dire la lutte contre les interdits religieux et la morale au nom de l'idéologie transgressive. Et là, vous avez Charlie Hebdo, vous aurez peut-être comme Benedict demain, mais il est assez malin pour l'instant pour se tenir un peu en retrait. Donc cette espèce de coalition gauche-droite pour montrer effectivement du doigt le problème. Hein, voilà. Et ça, c'est la situation française. Et on a la même au niveau mondial, avec en ce moment très précisément l'opération syrienne, où il y a la même malhonnêteté, c'est qu'à la fois nos maîtres nous disent que le gros problème au monde, c'est le salafisme, c'est-à-dire l'islam radical, mais partout ils essayent de lui faire prendre le pouvoir, notamment par exemple en Syrie, où c'est un régime en réalité laïque, multiconfessionnel, car pour ceux qui connaissent la Syrie, même s'il y a une minorité alaouite qui a le pouvoir, c'est un pouvoir partagé comme dans tous les pays arabes, car dans cet Orient complexe et compliqué, comme disait De Gaulle, ce sont toujours des consensus. Il ne faut pas oublier que derrière la mosquée, il y a toujours le souk, et qu'en fait l'islam est un empire de commerce, il ne faut pas oublier, majoritairement, hein, ça fonctionne aussi là-dessus, et que vous avez toujours dans le souk les juifs, les chrétiens et les musulmans qui commercent ensemble, et que c'est depuis le sionisme qu'il y a des problèmes, mais en réalité ça fonctionnait depuis des siècles et des siècles. Donc vous avez bien aujourd'hui des idéologues qui disent que le gros problème c'est l'islam radical, mais qui, que ce soit en Libye ou en Syrie, font tout pour que cet islam radical prenne le pouvoir politique dans des pays arabes qui étaient encore des pays issus de la décolonisation, qui étaient des pays plutôt laïques, avec droit des femmes, protection des minorités chrétiennes, et on essaye de foutre en l'air ces régimes. C'est pour ça que moi je dis à un moment donné que c'est forcément un projet sioniste, parce que c'est même pas l'intérêt des chrétiens, ce n'est l'intérêt que des sionistes, hein, notamment en Syrie c'est une évidence. Et donc on a bien ce mensonge, on vous dit que le vrai danger c'est l'islam radical, et on aide partout l'islam radical à s'implanter au Moyen-Orient, à prendre le pouvoir, parce que là aussi on pourra en discuter, c'est un moyen
de détourner les colères, de contrôler, etc., etc. Et on voit que derrière cet islam radical, quand on remonte, on a l'argent du Qatar, l'idéologie saoudienne, et comme vous le savez, le Qatar est une base américaine, est un pays qui n'existe pas. L'Arabie Saoudite est une création anglo-américaine qui renvoie aux accords de Quincy, pour ceux qui savent bien, les Saoudiens et les Américains sont la main dans la main sur la question du pétrodollar, puisque les Saoudiens n'existent que grâce aux Américains et le dollar n'existe plus que grâce au pétrodollar. Donc on voit bien que tout ça, là je vais vite, mais que tout ça est très articulé. Et on a donc ce mensonge. Le danger, c'est l'islam radical, mais on essaye de le faire s'implanter partout. Systématiquement, de qui est victime cet islam radical? Les populations pauvres de ces pays-là, qui sont en général... les gens ont fait la révolution de Jasmin en Tunisie et en Égypte pour des raisons sociales. Pour l'instant, ils n'ont rien vu venir sur le plan social, mais on leur a juste donné une petite illusion culturelle de réislamisation, qui est aussi un moyen de contrôle de la vie quotidienne des gens pour pas qu'ils se révoltent à travers la mosquée. C'est en général, on leur botte le cul, c'est de la milice réactionnaire, il ne faut pas oublier de ce point de vue-là. Donc on a bien cette logique-là. Islamisation radicale, en même temps qu'on dit que c'est le danger, pour créer effectivement au niveau mondial cette guerre des chrétiens contre les musulmans, qui en dernière instance, qu'on appelle judéo-chrétien contre le monde barbare, c'est comme ça que ça nous est présenté aujourd'hui même à New York, et qui à la fin, quand on articule tout, voit les deux grands empires occidentaux, qui sont les Russes et les Américains, se retrouver finalement face à face, avec, là c'est le dernier étage de ma fusée explicative, et c'est là où je prends plus de risques sur la spéculation, c'est que ça c'est le projet, que je dirais sioniste final, c'est ce qu'on appelle la parabole des coqs chez le rabbin Rav von Shaya, c'est-à-dire effectivement qu'on pousse dans une troisième guerre mondiale les Américains et les Russes à travers des alliances à s'épuiser dans une guerre pour le contrôle de la Caspienne et du Moyen-Orient, et que de cette guerre mondiale épuisante qui peut déboucher sur 500 millions de morts, sortira une Pax Judicae qui déterminera dans une espèce d'ONU d'après-guerre où tout le monde voudra se réconcilier à tout prix, qui décrétera Jérusalem capitale du monde pacifié, ce qui est le vœu de Attali, et qui fera on fera de cette région, pour éviter l'embrasement, une région sous contrôle effectivement de la puissance victorieuse et occidentale et judéo-chrétienne qui sera comme par hasard la puissance israélienne, qui donc annexera discrètement au nom de la paix mondiale, ce qui lui permettra de faire le Grand Israël, c'est-à-dire un territoire de l'Euphrate au Nil, et qui est le seul Israël viable sur le plan viable en tant que pays autonome et non pas en tant que pays qui vit uniquement des aides américaines, puisqu'ils auront à la fois le contrôle de l'eau, du pétrole, et ils seront au carrefour de toutes les ventes d'énergie. C'est pour ça aussi qu'il y a des enjeux très forts en ce moment, des pipelines, etc., qui sont creusés et qui demandent la chute de certains régimes pour pouvoir aller jusqu'à Haïfa, etc. Quand vous étudiez, vous verrez que tout s'articule. Le religieux, l'économique, le géopolitique, c'est une belle construction. Et ça, c'est le projet final, à mon avis, c'est Jérusalem, capitale du monde, le Grand Israël, qui sera le lieu, finalement, après l'effondrement des États-Unis et de la Russie, exactement comme la France et l'Allemagne se sont épuisés dans une guerre pour donner le leadership mondial aux États-Unis, puisque si la France et l'Allemagne, c'était l'Europe. Voilà, donc on aura finalement à une échelle supérieure. La Deuxième Guerre mondiale, c'était la France et l'Allemagne, qui, à travers deux guerres mondiales, les deux grands peuples d'Europe qui s'annulent réciproquement. Là, on aura les deux grandes civilisations occidentalo-chrétiennes, n'oubliez pas que ce sont deux civilisations occidentales et chrétiennes, de blancs, occidentaux et chrétiens qui s'épuiseront dans une lutte et qui amènera finalement Jérusalem, capitale du monde, le Grand Israël, que Attali, et les laïcs juifs et les religieux juifs appellent de leur vœu, ils le disent de la même manière, et pour demain. Les prières pour le Mashiach, c'était le 25 septembre, on est en plein dedans, c'est pas dans 15 ans, dans 20 ans, c'est maintenant. Et des types qui emploient des mots comme l'Armageddon, etc. On voit bien qu'aujourd'hui on a une convergence du politique et du religieux qui est très présente et très évidente. Et donc ça serait ça, disons, l'objectif final, ça serait cette troisième guerre mondiale qui amènerait à cette domination. Et là, je fais une petite parenthèse pour éviter de me faire trop emmerder par certains, c'est que serait sacrifié dans cette logique-là aussi l'Israël tel que nous le connaissons. Car en fait, on voit bien qu'Israël est une construction artificielle, dont finalement le gros problème c'est le peuple israélien. Le petit peuple israélien est un handicap pour le projet sioniste final.
parce qu'on le voit en ce moment, il y a des antagonismes de classe profonds, il y a des tensions entre religieux et laïcs. C'est un pays profondément invivable pour des tas de raisons, parce que c'est un pays artificiel. Et ce qu'il faut bien comprendre d'ailleurs, c'est que 2 Israéliens sur 3 sont contre la guerre contre l'Iran, et que les militaires aussi, c'est-à-dire ceux qui savent comment ça va se passer, mais ceux qui veulent cette guerre sont les élites, comme Netanyahou, qui je le rappelle, est un avocat américain. C'est-à-dire qu'en réalité, Israël, en dernière instance, c'est un peu comme une équipe de foot pour un oligarque russe. Vous voyez, c'est une vitrine, mais en réalité, on peut la sacrifier du moment que Jérusalem devient la capitale du monde, et que Israël est une sorte de Commonwealth, c'est-à-dire de là dont est piloté le reste des succursales. Mais finalement, ce qui est inutile et résiduel à la fin, c'est le petit peuple israélien. Il fallait la fiction d'un Israël socialiste au départ, avec les kibbutz qui étaient des vitrines, qui d'ailleurs sont inutiles et ont disparu. Mais à la fin, on peut imaginer même dans le projet fou de Netanyahou et des élites, je dirais, apocalyptiques, qui sont aux États-Unis, que même dans ce projet soit sacrifiée l'immense majorité du peuple israélien. Ce n'est pas un problème, du moment que le projet final est accompli, c'est-à-dire le grand Israël, qui n'a pas besoin d'une population d'une certaine manière, parce que ça sera un pays ça sera en fait, que je dirais, comme un paradis fiscal, vous voyez, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en dernière instance, on peut même imaginer avoir comme allié dans ce combat, dont le but n'est pas de la rigolade, c'est d'éviter la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça que je prends certains risques aujourd'hui, c'est que je ne suis pas en train de parler de choses anecdotiques. Nous sommes face à un danger de Troisième Guerre mondiale, et cette guerre aura lieu ou pas en fonction de la manière dont nous réagissons à des provocations et à des stimulations qui sont essentiellement émotionnelles. Je le dis, le jour en France, ils voudront que la guerre civile démarre, ils mettront sur YouTube un jeune salafiste de banlieue style Mohamed Merah, qui égorgera au couteau de cuisine un retraité français en pantoufles charentaises, qui s'appellera Lefebvre. Voilà. Et quand on verra ça, le lendemain, même moi, je ne pourrai plus rien dire. Ça va partir dans tous les sens. Et ça se fait quand on veut. Hein. C'est très facile à faire. Voilà. Et donc, cette guerre sera évitée ou pas, en fonction des réactions morales et affectives et morales que nous serons capables d'avoir. Ce qui demande, effectivement, une certaine culture, voilà, un certain équilibre intérieur. Je pense que, je le dis honnêtement, qu'on n'y arrivera pas, mais qu'il est quand même nécessaire de faire ce travail. Voilà. Voilà. Moi, je pense que les puissances opposées sont très fortes. C'est pour ça que moi, je vais finir là-dessus. Moi, je fais mon travail. Je pense que voilà quel est le piège. Comprendre l'Empire, c'est aussi comprendre le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est comprendre quels sont nos ennemis principaux, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, quels sont nos ennemis principaux, nos ennemis secondaires. Moi, c'est ce que je dis, je ne suis pas baboucholâtre et j'aime pas spécialement les musulmans, c'est pas ça. C'est que je vois qu'il y a des pièges qui nous sont tendus et qu'il est urgent de ne pas tomber dans certains pièges et de ne pas confondre quelqu'un avec qui on n'a pas forcément beaucoup de sympathie, mais qui n'est pas le problème majeur, avec les problèmes majeurs. C'est une question de hiérarchisation des problèmes pour agir, je dirais, intelligemment. Voilà, parce que, en fonction de cette réaction plus ou moins intelligente, il y a je dis bien un chaos. Première guerre mondiale, 20 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. C'était de la rigolade par rapport à ce qui nous attend. Ou si vous regardez bien comment ça va démarrer, Israël attaque l'Iran, le Pakistan a dit qu'il se mettait du côté de l'Iran, les Russes, la Syrie doit tomber évidemment parce que ça marche ensemble, donc les Russes rentrent là-dedans, la France se met directement à attaquer l'Iran. Vous avez vu Fabius, l'hystérie, etc. Le Pakistan est lié, donc l'Inde est liée aussi. La Chine, évidemment, est partie prenante parce qu'on ça lui coupe ses approvisionnements énergétiques. Les États-Unis sont impliqués. Immédiatement, les États-Unis attaquent aussi le Venezuela parce qu'ils vont en profiter pour botter le cul de Chavez et remettre et bloquer le cul des coalitions d'Amérique latine qui sont en train de leur échapper. Donc là, on sera dans une vraie guerre mondiale. En fait, on n'a jamais eu de guerre mondiale. Celle-là va être vraiment mondiale. C'est-à-dire qu'à part peut-être l'Islande, et peut-être certains pays scandinaves, vous pouvez regarder la liste des pays qui très très vite, par une théorie de logique de domino, seront impliqués. On est dans une guerre avec les armements qui existent, etc., à 500 millions de morts. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de bien comprendre le problème, urgent d'être raisonnable, mais comme je pense que malheureusement, pour des raisons de domination médiatique, de puissance militaire américaine, d'abrutissement des masses, etc., malgré les efforts que je fais et qu'on fait, on ne va peut-être pas y arriver. Au cas où on n'y arriverait pas, je passe la parole à Pierrot. C'est comment survivre quand même. Voilà.